Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les différences des modèles 2D et 3D. Je suis Gabrielle Muller et je suis aujourd'hui accompagnée par mon collègue Monsieur Peter Walker qui répondra à vos questions. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions de l'icône GoToWebinar. Aujourd'hui, je vais vous montrer certaines différences qui peuvent apparaître entre des modèles 2D et entre les résultats de modèles 2D et de modèles 3D, et je vais vous montrer dans quel cas un modèle 2D est une bonne option et dans quels autres cas on a avantage à utiliser un modèle 3D pour approcher le comportement de la réalité. Voici le premier modèle que je vais vous montrer. Vous voyez ici deux modélisations pour le même bâtiment, enfin la même structure. À gauche, c'est une modélisation en 3D, c'est-à-dire qu'on a les deux dalles qui sont chargées par une charge uniforme répartie avec une colonne au milieu. Et sur la partie de droite, ici, cette colonne elle est représentée par un appui et les deux dalles, en fait, sont de manière séparée. La colonne ici, la réaction de la colonne est lue et transmise ici comme force ponctuelle sur l'étage du dessous. Sur la partie de gauche, ici, ces appuis-là sont seulement des appuis horizontaux pour stabiliser latéralement le système. Et les appuis du bas sont des appuis dans les trois directions. Par contre, sur le bâtiment, sur la partie de droite, ici, ce sont vraiment des appuis dans les trois directions. Si je regarde les résultats de cette analyse et je compare les différences, notamment si je regarde l'effort normal NX dans les colonnes, je peux voir certaines différences, notamment que ici, sur les colonnes du côté, on a presque 100 kN. Les colonnes reprennent 100 kN, alors qu'au milieu, la colonne, elle reprend uniquement 1,8 kN en compression. On voit qu'il y a une énorme différence entre la colonne ici qui reprend 1,8 kN et la partie à droite où la charge ponctuelle ici, PZ, RZ ici qui est 2,55 qui a été reportée comme charge ponctuelle sur la dalle du dessous. On voit qu'il y a une très grande différence. D'où provient cette différence? Je vais vous montrer ici en regardant le modèle sous forme déformée, en affichant le modèle sous forme déformée. Je vois que pour la partie de gauche, ici j'ai une charge surfacique et les deux dalles se déforment plus ou moins de la même manière. Sur la partie de droite, vu que j'ai un appui au milieu, ici, la dalle se déforme presque pas, alors que la dalle du dessous se déforme beaucoup. Comment ça se fait? Regardons ça un peu plus en détail. Ici, j'ai le système en 2D, avec la dalle du haut et la dalle du bas et la colonne qui a été modélisée comme appui ici. Cet appui, cette réaction verticale reprend une force de 256 kN, plus ou moins. Ma déformation en haut est de 0, vu que c'est un appui rigide qui ne se déplace pas. Et là en bas, on reporte ces 255,8 kN comme charge ponctuelle et on a là une déformation de 32,5 mm vers le bas. Si je calcule le delta de cette déformation, j'obtiens un allongement de la colonne de 32,5 mm. On comprend déjà maintenant à ce stade-là que ces 32,5 mm d'allongement font peu de sens dans le contexte d'une colonne qui est soumise à la compression. Du plus, si avec la loi de Hooke, je calcule la déformation sous cette force de compression qui provient de là, j'obtiens ici un allongement delta L qui devrait être de 0,6 mm, qui devrait être un raccourcissement de 0,6 mm. On voit alors déjà ici que la façon là dont j'ai modélisé ces deux dalles ne respecte pas la loi de Hooke et n'est donc pas un modèle réaliste. On l'a vu d'ailleurs en regardant les déformations que ceci ne correspond pas à la réalité.
Qu'est-ce que je peux faire pour approcher ça? Alors, ce modèle-là, il est faux. J'ai mal modélisé. Par contre, ça ne veut pas dire que tous les modèles 2D sont faux. Il faut juste que j'adapte les rigidités pour avoir le comportement réaliste. Qu'est-ce que je dois faire ici? Tout simplement, je vais aller adapter la rigidité du petit appui de la dalle du haut pour prendre en compte la rigidité de la colonne et pour réduire cette force qui est trop élevée. J'ai déjà préparé ça pour vous dans un modèle que je vous montre ici. C'est exactement le même système qu'avant, sauf que ici, la rigidité en Z a été réduite. Et j'ai ici une rigidité de 1,1 fois 10 exposant 2 kN par mètre. C'est une rigidité que j'ai calculée par rapport à la vraie rigidité de la colonne qui est en dessous, mais qui n'est pas modélisée. Vous voyez que j'ai réduit considérablement la rigidité de la colonne par rapport à tout à l'heure, qui était 10 exposant 10, qui était, comme on l'a vu, trop élevé. Et dès lors, j'obtiens alors une réaction d'appui ici, qui est de 1,8, 1,8, exactement la même chose que l'effort normal dans la colonne de gauche. Et alors, si je reporte ici en bas cette petite charge de 1,8 sur la dalle du bas et que je regarde le modèle en forme déformée, je vois que j'ai un comportement réaliste et que du coup, je peux très bien utiliser ce modèle-là pour faire mon calcul. Vous voyez que le modèle 2D, pour le modèle 2D, on peut l'utiliser. Il faut faire attention à la définition des rigidités dans les directions pour modéliser le comportement réel des éléments qui sont dessus. Par contre, vous voyez que pour des modèles simples, c'est tout à fait faisable. Par contre, pour des modèles complexes, ça devient vite très compliqué. Une autre comparaison entre les modèles 2D et les modèles 3D, c'est une manière d'approcher, de regarder le problème, comment se passent les processus de construction. Avec des modèles, on essaye d'approcher la réalité, hein, bien sûr, on n'y arrivera jamais tout à fait, mais on essaye d'approcher au mieux. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un modèle 3D? On modélise d'abord la structure porteuse, un par un, étage par étage, le sous-sol, premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc on n'a que les éléments et par la suite, on applique les charges sur tout le bâtiment. On est d'accord que dans la réalité, ça ne se passera pas comme ça, vu que les charges sont intégrées progressivement d'étage en étage. Donc ce modèle-là ne correspond pas à la réalité, c'est une approximation. Qu'est-ce qui se passe avec le modèle 2D? La situation est un peu différente. On modélise tout d'abord une dalle d'étage et après, on ramène les charges, on applique les charges résultantes équivalentes sur cette dalle, puis on laisse le bâtiment se déformer et on calcule les efforts internes. Donc l'analyse se fait vraiment d'étage par étage en appliquant une résultante de tout ce qu'il y a au-dessus. Puis on modélise le mur suivant, etc. Voilà, cela correspond le processus de construction quand j'utilise une modélisation 2D. On est d'accord là aussi que ça ne correspond pas à la réalité. Qu'est-ce qui se passe en vrai, en réalité? C'est qu'on construit une première dalle d'étage, puis les charges sont partiellement appliquées par le poids propre et les charges utiles, juste dû au fait du processus de construction. Puis, on construit les deux murs du dessus, et après, ma dalle du bas, elle est coffrée ou étayée, ce qui produit des petites déformations, et on travaille à l'étage d'au-dessus, à chaque fois avec ce coffrage et cet étayage. Et par ceci, les charges augmentent avec la progression du chantier et avec ce système d'été. Donc je parle de la plupart des cas. Je sais qu'il y a des cas où c'est pas forcément de cette manière-là, mais on parle du cas général. Donc à chaque fois, on monte d'étage en étage et à la fin, on arrive à ça. Toute la partie ici avec les étais, toute la partie ici quand on travaille avec des étayages, ces parties sont soumises à des très petites déformations, vu que c'est une partie très rigide. C'est donc une partie très rigide, ces deux étages sont très rigides, et du coup, ça correspond, on se rapproche plutôt d'une modélisation
3D où les efforts sont transmis d'un étage à l'autre et où les rigidités des murs et des colonnes jouent une influence sur les déformations et les efforts internes des éléments au-dessus et en dessous. On est donc plus proche de la réalité en utilisant un modèle 3D dû ce fait que par cette méthode de construction, on a une espèce de partie très rigide où les efforts sont transmis de manière monolithique. Je vais alors vous montrer un autre exemple. Déjà, au préalable, je veux juste mettre l'accent dessus que ici, c'est un exemple de cours et l'effet que je vais vous montrer est un effet qui est accentué par le fait que j'ai défini ici uniquement une seule charge ponctuelle de 1000 kN vers le haut, enfin tout en haut, qui s'exerce sur toutes les colonnes, qui s'exerce sur la colonne du haut. J'ai négligé le poids propre des éléments. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un exemple de cours pour illustrer l'effet que je vais vous montrer. Je veux tout de suite là dire que dans la réalité, ça se passera un peu autrement. Les effets seront moins prononcés parce qu'il y aura d'autres charges, en particulier les charges permanentes et les charges utiles. Ceci dit, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe quand on affiche le poids propre? En fait, on voit, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on voit que les charges, elles diminuent. Déjà ici, les charges de l'effort normal dans les colonnes diminuent du haut vers le bas. Vous voyez déjà ici, je suis à 732 kN de compression et arrivé en bas, je suis à 85 kN. Voilà, donc peut-être c'est pas très intuitif. Pourquoi il y a cette diminution de charge d'un étage à l'autre? En fait, c'est dû au fait que la dalle, ici, c'est dû au fait que, ici, la colonne, avec l'effort normal qui s'applique dessus, la colonne se tasse, ce qui déforme la dalle, et cette déformation de la dalle entraîne la transmission des efforts par flexion sur les murs. Donc, en fait, tous les efforts ne sont pas repris entièrement par la colonne, mais il y a une partie qui est reprise par les murs due à cette déformation de la dalle. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'influence de la rigidité des colonnes sur la déformation des éléments au-dessus et en dessus, et donc aussi la retransmission des moments. Si je regarde ça avec un modèle 2D, juste à côté, donc là j'ai modélisé ma dalle et j'ai modélisé un appui ici pour modéliser mes colonnes, un appui avec une rigidité, un appui rigide avec une rigidité RZ de 10 exposant 10 kN par mètre. Alors ici, vous avez vu ici quand je regarde les RZ, non, surtout les efforts internes nodal, voilà. Ici, j'ai un effort de réaction de pratiquement 1000 kN ici, ce qui correspond à l'effort qui provient d'au-dessus, hein, l'effort qui a été appliqué ici sur ma dalle. Et là, typiquement, dans ce modèle-là, la manière dont j'ai modélisé ce modèle et la rigidité que j'ai choisie fait que les charges sont transmises totalement depuis le haut de la colonne vers le bas aux fondations sans reprendre de charge ou pratiquement sans reprendre de charge par les dalles comme c'est le cas pour le modèle de gauche où la colonne, la déformation de la colonne entraîne une déformation de la dalle. Qu'est-ce que je peux faire pour un peu retrouver un compromis entre ces deux ou pouvoir pour pouvoir mieux comprendre ce phénomène et trouver un juste milieu, ou non, je dirais plus, trouver la juste modélisation pour illustrer ce phénomène et mieux comprendre ce phénomène. Cette fois-ci, je vais adapter mon modèle 3D et je vais dire que, ok, ça c'est ici j'ai pris le module d'élasticité du béton, donc c'est le même pour les colonnes et pour les murs. En réalité, on peut partir du principe que les colonnes sont plus rigides que le module de rigidité d'élasticité des colonnes est supérieur au module d'élasticité des murs.
Premièrement, parce que dans les colonnes, il y a beaucoup d'acier d'armature qui augmente la rigidité. Deuxièmement, il y a aussi les étriers qui augmentent la rigidité à cause du confinement dans la troisième direction. Et finalement aussi, du fait que la préfabrication et le traitement des colonnes augmentent aussi la rigidité. Donc je peux dire que j'ai sous-estimé ici mon module de Young et que je peux l'augmenter pour diminuer cet effet. Je vais alors afficher, j'ai déjà préparé le modèle pour vous, et je vais afficher ce modèle. Donc ici, j'ai utilisé, je vais juste vous montrer. Ici, j'ai utilisé le matériau, là, le matériau, ça c'est le matériau. Ah oui, alors pour les colonnes, j'ai utilisé un module de Young qui est 150, qui est 1,5 fois plus élevé que le module là, que le module que j'avais utilisé là. Et pour la partie pour les murs, j'ai utilisé 50%, un module de Young qui est 50% du module de Young que j'avais utilisé là, parce que pour prendre en compte la fissuration des murs. Donc de cette manière, vu que les murs ici sont fissurés, on prend en compte qu'on part du principe que les murs du béton armé en béton armé sont fissurés et que la colonne est plus rigide. Donc la colonne va attirer plus d'efforts par rapport à ce modèle-là où les murs sont beaucoup plus rigides et la colonne est un peu plus souple. Je vais alors regarder mes efforts NX ici, dans la partie du droite, et comparer les deux résultats. Alors, je vois que en haut, ici, j'étais à 732 kN de compression. Ici, à droite, je suis à 778. C'est un peu plus. C'est plus. C'est pas... c'est plus. Les colonnes attirent effectivement plus d'efforts. Par contre, le schéma, il est pareil. Hein. On a quand même la déformation des colonnes qui entraîne la déformation des dalles. Et donc, ils transmettent des efforts par flexion au mur adjacent. Et tout en bas, on arrive finalement à 155 kN, alors que ici, on était à 85. Donc, je peux dire que ça, c'est plus réaliste, mais on voit qu'on a quand même cet effet où on diminue l'effort dans les colonnes diminue en allant vers le bas, dû à cette retransmission des moments, dû au fait de la rigidité dans la troisième dimension qu'on ne prend pas en compte quand on fait un modèle 2D. Pardon. Pour aller encore plus pousser la chose et aller au modèle et se rapprocher encore plus du modèle 2D, j'ai fait un autre cas qui est vraiment le cas limite. Donc on est toujours dans un modèle 3D. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai encore réduit la rigidité des murs. Et ici, j'ai pris une rigidité des murs ici de 10% de la rigidité originale. Et j'ai pris une rigidité de la colonne qui est à 5, le module de Young qui est 5 × 10 exposant 9 newtons par millimètre carré. C'est énorme, c'est énorme. C'est 25 000 fois plus que le module de l'acier. Donc c'est vraiment énorme. Ça, c'est la rigidité des colonnes. On voit ici le module de Young, 5 × 10 exposant 9, par rapport au module de béton de départ. Et ici, c'est le module 10% du module de départ pour les murs. Donc c'est ces deux matériaux-là. Ce matériau-là, je l'ai utilisé pour la colonne et ce matériau-là, je l'ai utilisé pour les murs. Donc c'est un cas poussé à l'extrême, j'ai envie de dire. Et par contre, dans ce cas-là, ça correspond au résultat que j'avais dans mon modèle 2D. Donc ça correspond ici à droite. J'ai mon effort normal qui est de plus ou moins 1000. Et à gauche, je vais juste créer une nouvelle fenêtre. Voilà, l'effort normal qui est de plus ou moins 1000. Et ici, je vais afficher le RZ qui est aussi de plus ou moins 1000. Donc, avec ces rigidités, ces dernières rigidités que je viens de vous montrer, on a un comportement du bâtiment qui est très similaire, qui est pratiquement identique au comportement du bâtiment en 2D que j'ai modélisé ici.
Voici encore une fois un résumé de ces 4 modèles que je viens vous montrer. Vous voyez ici à gauche, c'est les modèles, le rouge c'est le modèle en 3D et le bleu c'est le modèle en 3D qui est ajusté où j'ai augmenté la rigidité des colonnes pour prendre en compte la rigidification due à l'armature et la manière dont les colonnes sont fabriquées. Et le modèle et aussi la fissuration des murs. On voit ici que l'effet diminue, mais reste le même. On a cette courbe en zigzag qui descend quand on va vers le bas. Ici, vous avez à gauche le récapitulatif des rigidités. Et la courbe de droite, ici, c'est ces 2 modèles que j'ai comparés, que je vous ai montrés à la fin, qui sont le modèle 2D, c'est le jaune, et le violet, c'est le 3D++. C'est le modèle où j'ai augmenté pratiquement une rigidité infinie les colonnes, et où j'ai pris des colonnes de béton d'une rigidité de 5 × 10 exposant 9 Newton par millimètre carré, et où j'ai réduit la rigidité des murs à 10% pour que toute la charge soit transmise dans les colonnes. La conclusion de tout ça, c'est pour dire que les rigidités sont déterminantes pour modéliser une structure réaliste. Vous voyez que la rigidité des éléments, définir les rigidités, influence très fortement le comportement de l'élément et la descente de charge. Ici, j'en profite pour vous montrer un exemple où il y a eu des très fortes différences entre la modélisation 2D et 3D. Il s'agit ici d'un projet qui a été fait par Monsieur Racine de RMTSA Neuchâtel. Merci beaucoup, Monsieur Racine, de nous avoir permis d'utiliser ce projet. Il s'agit du collège des Tuyères à Gland, et ici on avait un porte-à-faux de 7 à 8 mètres. Et le bureau RMT a été mandaté pour faire le contrôle de ce bâtiment parce que dans une phase préliminaire, il y avait des dommages visibles qui sont apparus trop tôt et c'est pour ça qu'une expertise a été lancée. Les dommages étaient d'une manière qu'il y avait des colonnes qui étaient en traction qui, selon le modèle, auraient dû être en compression et qu'il y avait une compression trop élevée dans les murs qui a mené à la fissuration parce que la résistance à la compression du béton était dépassée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'origine, le modèle était fait avec une modélisation 2D et que pour ce cas complexe ici, avec ce porte-à-faux, les modèles 2D n'étaient pas suffisants pour bien déterminer le comportement du bâtiment. Et du coup, il y a eu des erreurs dans la retransmission des charges, en partie à cause des effets que je vous ai montrés tout à l'heure. Il était donc, pour ce cas ici statique complexe de ce bâtiment, il n'était pas possible de modéliser le comportement réaliste du bâtiment. Avec un modèle 2D, par contre, avec le modèle 3D, on a pu retrouver le comportement qui a été observé par la suite. C'est un petit résumé sur l'utilisation des modèles 2D et 3D. Pour tout ce qui est statique, vérification, dimensionnement, il y a plusieurs catégories. Pour une dalle standard, quand on est dans un cas standard, les modèles 2D et 3D et qui sont équivalents, bien sûr, si la personne sait bien maîtriser les deux, ça va de soi. Vous voyez que pour des modèles simples, on peut très bien faire des ajustements et approcher les rigidités pour les appuis pour les modèles 2D et avoir de très bons résultats. Pour une dalle de transition, c'est possible, mais il faudrait faire un petit ajustement ici aussi pour les rigidités. Pour les porte-à-faux, je vais vous le montrer avec le modèle juste avant, c'est pas possible d'utiliser des modèles 2D parce qu'on n'arrive pas à modéliser le comportement réel et la retransmission des efforts d'un étage à l'autre. Pour les nervures, les deux sont très bien. Par contre, pour les grandes ouvertures dans les murs, pareil, c'est très difficile de modéliser le comportement 2D parce que c'est difficile d'approcher la rigidité réelle du bâtiment. Pour un calcul sismique selon la méthode du spectre de réponse, c'est pas possible avec un modèle 2D tout simplement parce que la méthode du spectre de réponse part du principe que les rigidités,
est basé sur le fait que les rigidités d'un étage à l'autre sont influencées et qu'il faut prendre aussi les différentes hauteurs qui soient reliées ensemble, et on doit prendre en compte la rigidité globale du bâtiment, et les éléments doivent être liés, donc on ne peut pas fonctionner avec un modèle 2D. Pour tout ce qui est les calculs plus poussés, donc calcul non linéaire d'une dalle de radier, calcul à l'état fissuré ou l'oscillation des dalles, là on gagne du temps, on gagne en temps de calcul en faisant une modélisation 2D. C'est possible avec un modèle 3D, par contre on obtient les résultats qu'on a besoin, par contre le temps de calcul est plus long. C'est pour ça qu'on gagne vraiment du temps et en lisibilité en faisant des modèles 2D. Je vais vous présenter deux applications qu'on a développées pour vous faciliter de passer d'un modèle 2D, 3D et inversement. Et aussi, d'un côté, de permettre de faire ces calculs ici qui sont longs en 3D, de les utiliser avec ces applications pour séparer les éléments qu'on aimerait bien calculer ou évaluer. Les applications que je vous montre, d'une partie, c'est les applications... La première, c'est l'application 3D2. Et l'autre, c'est l'application LUB. Je vais pas entrer dans les détails dans cette présentation, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo de démonstration pour chaque application qui est sur YouTube. Elle y est déjà. Je vous enverrai le lien à la fin de ce webinaire, comme ça vous pourrez aller la voir en détail si vous avez des questions. C'est la raison pour laquelle ici je vais juste simplement montrer sans aller très en détail. Alors voici le bâtiment que je vais utiliser. C'est un simple bâtiment en béton et en maçonnerie, et je vais aller le séparer en plusieurs... tout d'abord, voilà, je vais utiliser l'application 3D2 et je vais aller le séparer en plusieurs modèles pour avoir 3 modèles 2D avec des rigidités correspondantes qui seront automatiquement calculées par mon modèle, par mon application. L'application se trouve sous Plugins. Et ici, je lui dis où je veux aller exporter. Et j'exporte. Ah, pas de résultat disponible. Je dois faire le calcul de mon modèle. Ok, c'est reparti. Exporter. Il me demande ce que je veux exporter. Je vais lui dire tout. Et en fait, ce qu'il va me faire, il me fait exporter pour chaque dalle, il va me faire un modèle séparé. En 26 secondes, c'est terminé. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder ce qu'il m'a fait. Il m'a créé tout d'abord la dalle au niveau 0, c'est le domaine numéro 1. La dalle 7. Quand je regarde sous forme ligne cachée, je vois que c'est vraiment un modèle 2D avec les charges équivalentes. Et ici, les appuis qui sont modélisés avec la fonction, qui sont définis avec la fonction ici. Calcul. Et que ici, je peux entrer les propriétés du mur. Donc lui, il a lu les propriétés du mur qu'il y avait tout à l'heure dans mon modèle 3D et il m'a automatiquement remis ici pour avoir cette rigidité équivalente que je vous parlais tout à l'heure. Donc les valeurs qu'il a calculées là, c'est les valeurs qu'il a calculées par rapport au mur qu'il y avait en dessous. Bien sûr, ici, vous voyez, on perd l'information sur les ouvertures. Alors, domaine hauteur 3, hauteur 6, c'est exactement la même chose, le même système. Et domaine 9, le modèle du haut, c'est la partie du haut. Et maintenant, avec la charge répartie, je vais juste rouvrir le modèle de tout à l'heure pour vous montrer comment fonctionnent nos applications pour transférer les charges d'un modèle à l'autre. Alors, ici, j'ai les charges.
Et ces charges, en fait, je peux utiliser notre application transfert de charges pour les transférer d'un modèle à l'autre. Cela est utile pour quand on travaille avec des modèles comme ceci, où on doit aller lire ici les réactions d'appui. Donc ici, ça c'est les petites charges qui sont appliquées ici. C'est les charges qui proviennent de la descente de charge des murs qu'il y a au-dessus. Et ces charges, je vais aller maintenant lire toutes les réactions d'appui qu'il y a ici et les retransmettre dans mon modèle de dessous. Comment je fais ça? Sous Plugins, j'ouvre l'application transfert de charge. Je lui dis que je veux tout exporter. Ah, pas de résultat de nouveau, je dois faire mon calcul. Exporter les charges, il me demande comment je veux les exporter. Tout ça, ça sera sauvegardé dans un fichier XML indépendant du modèle que je peux réutiliser par la suite et aussi transférer d'un ordinateur à un autre. C'est terminé. Et maintenant, je vais aller ouvrir mon modèle du dessous pour reporter les charges. Je vais juste effacer les charges parce qu'elles y sont déjà, donc je vais pas pour vous montrer. Parce que là, il a fait automatiquement à cause de l'application 3D2. Par contre, si je ne l'ai pas fait, c'est ce qui va se passer maintenant. Voilà. Alors, je sauvegarde. Et maintenant, je vais re-importer les charges. Transfert de charges, importation. Je vais dire l'origine. Et dire ici le fichier, le modèle. Charge. Ah ben non, pardon. Le fichier d'importation, c'est ce fichier XML là. J'importe tout ça. Et voilà. Il a repris exactement les charges qu'il y avait au-dessus, les charges que j'avais exportées, et il me les a mis ici sur ce bâtiment-là, dans les mêmes cas de charges que j'avais tout à l'heure. Ça, c'est aussi pratique quand j'ai un bâtiment. J'ai un sous-sol que j'ai modélisé sur un bâtiment séparé, et de cette manière, je peux prendre toutes les charges qui arrivent en bas du bâtiment du haut, et après les transmettre vers le sous-sol qui est dans un autre fichier. Donc c'est la manière très efficace de transférer des charges d'un modèle à l'autre. Pour finir, je vais vous montrer comment encore combiner des modèles. Si vous avez travaillé avec plusieurs modèles 2D, on a aussi cette application pour combiner les modèles. Alors, elle s'ouvre par un fichier exe extérieur. Et j'ai alors cette interface-là où je définis mes 4 étages et je vais rechercher les modèles 2D que j'ai eu tout à l'heure. Puis, je vais aller les combiner pour faire un seul modèle. Je choisis le répertoire. Et voilà, générer le modèle.
Et j'ai ici mon modèle qui est combiné. Et vous le voyez, c'est le même modèle tout à l'heure, à l'exception qu'il n'a pas su reconnaître les ouvertures. C'est normal parce qu'il avait seulement les rigidités des murs qui sont dessous. Il ne pouvait pas prendre en compte les ouvertures. Pour finir, j'aimerais bien conclure en disant que les modèles 2D et 3D peuvent donner des résultats proches de la réalité à condition que les rigidités soient bien choisies, parce qu'elles jouent un rôle important, comme on l'a vu. Encore illustrer plus ou moins illustrer les désavantages et avantages de la modélisation 2D et 3D. Pour la saisie du modèle, l'effort est plus ou moins le même. Pour la vue d'ensemble et la lisibilité, on a un avantage à modéliser en 2D parce qu'on a vraiment étage par étage et on peut lire les résultats et voir le modèle de manière plus lisible. Pour les modifications, surtout quand on a une interdépendance, vu qu'on a une interdépendance entre les rigidités, on est plus rapide et c'est plus facile et moins d'erreurs quand on utilise un modèle 3D, parce que tout s'adapte automatiquement. Et finalement, comme on l'a vu tout à l'heure avec les résultats de la modélisation 3D sont toujours plus proches de la réalité à condition qu'on ait bien modélisé. On l'a vu avec les petits exemples, avec les effets que je vous ai montrés tout à l'heure. On est arrivé à la fin de ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. Je reste encore à disposition en cas de questions sous l'email ici en dessous et le numéro de téléphone. Vous recevrez aujourd'hui encore le lien pour les vidéos que je vous ai montrées. Et ici, je vous invite aussi pour notre prochain webinaire sur les géométries complexes qui aura lieu le mardi 27 novembre à 14h15. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Au revoir.